Le 5 septembre 2012, une femme nommée Jo Appleby s'est agenouillée dans une tranchée peu profonde creusée dans un parking à Leicester en Angleterre et a dégagé la terre de la colonne vertébrale courbée d'un squelette qui reposait là intact depuis plus de 500 ans. La tombe n'était pas la bonne. Elle était trop courte. Le corps était coincé, la tête appuyée contre une paroi, les mains croisées maladroitement sur la hanche droite, comme si celui qui avait creusé la fosse avait mal évalué les dimensions et avait simplement forcé le cadavre à y entrer. Pas de cercueil, pas d'épingle à linceul, aucun objet funéraire. De simples ossements dans un rectangle de terre grossière à 90 mm sous une maçonnerie victorienne qui, si elle avait été posée ne serait-ce qu'un peu plus profondément, aurait entièrement détruit le squelette. Au-dessus de cette tombe, pendant des décennies, les employés municipaux avaient garé leur voiture. L'une des places de stationnement peintes portait une seule lettre R. Ce n'est pas l'histoire de la recherche d'un roi. Cette partie, contre toute attente, s'était déjà produite. Voici l'histoire de ce que son ADN a révélé lorsque les scientifiques lui ont enfin posé les bonnes questions, et pourquoi une réponse, celle que personne n'attendait, souligne discrètement 5 siècles de lignée royale présumée. Pendant la majeure partie de l'histoire anglaise, consigner l'emplacement des restes de Richard III a été considéré comme une affaire classée pointant dans la mauvaise direction. La version la plus répandue répétée dans les guides touristiques et les légendes locales pendant 4 siècles racontait que durant la Réforme, une foule avait exhumé les ossements du roi du couvent des franciscains et les avait jetés dans la rivière Soar au niveau du pont de Bow. Une plaque commémorative victorienne fut même érigée en 1865 pour marquer l'endroit où les ossements auraient soi-disant rejoint l'eau. Pendant 4 siècles, ce fut la fin officielle. C'était une fin commode pour un roi dont la réputation posthume avait été presque entièrement façonnée par la dynastie qui lui avait succédé. Shakespeare a immortalisé Richard comme un bossu intrigant qui a assassiné ses neveux pour s'emparer de la couronne. Les chroniqueurs de l'époque Tudor avaient déjà préparé le terrain. L'histoire du roi Richard, III de Tobermory, écrite sous le patronage d'Henri VIII, a établi le modèle d'un tyran difforme qui a conquis le pouvoir en s'appuyant sur les corps d'innocents. Ce portrait avait un intérêt politique. Si Richard était un monstre, alors la prise du trône par Henri VII à Bosworth n'était pas une usurpation, mais un sauvetage. Pendant des siècles, les historiens ont largement laissé cette caricature sans contestation. Richard III n'était pas un mystère à résoudre. C'était un personnage malfaisant dont l'histoire était close. Pourtant, une poignée de chercheurs ont toujours refusé d'accepter la version de la rivière. En 1986, David Baldwin, historien à l'Université de Leicester, est avancé dans les transactions de la Société archéologique et historique du Leicestershire que les vestiges se trouvaient probablement encore sur le site de Greyfriars, enfouis sous des bâtiments surélevés au-dessus du couvent démoli. Il avait même prédit qu'une fouille archéologique du 20 et 1e siècle pourrait les découvrir. Pendant des décennies, personne n'a donné suite à cette hypothèse. Puis en 2003, le généalogiste John Ashdown Hill a accompli un exploit remarquable. Dans le cadre d'un projet visant à identifier les restes possibles de la sœur de Richard Margaret d'York, il a retracé une lignée d'ADN mitochondriale vivante depuis une autre sœur, Anne d'York, à travers une chaîne ininterrompue de filles sur 17 générations jusqu'à une journaliste retraitée au Canada nommée Joy Ibsen. Ce lien généalogique unique signifiait que si les ossements étaient un jour retrouvés, la science aurait un moyen de leur demander leur nom. Joy Ibsen est décédée en 2008, mais elle avait déjà transmis son ADN mitochondrial à ses enfants. Son fils Michael l'ébéniste, installé à Londres, était disposé à fournir un échantillon. Puis Philippa Longley, scénariste et membre de la Richard III Society d'Édimbourg, entreprit une démarche que la plupart des professionnels jugeaient vaine. Elle récolta plus de 17,0 livres sterling grâce à une campagne de financement participatif international auprès des membres de la Richard III Society du monde entier, convainquit la mairie de Leicester d'autoriser l'accès au parking. Et le 25 août 2012, 3 jours après le 527e anniversaire de la mort de Richard III à Bosworth, des archéologues du service archéologique de l'Université de Leicester commencèrent à creuser dans le bitume. L'archéologue en chef, Richard Buckley, avait indiqué à Langley que les chances de trouver l'église étaient au mieux de 50 sur 50 et celles de trouver la tombe de 9 contre 1. Il disposait de fonds suffisants pour des fouilles de 2 semaines.
Seul 1% de l'ancien emplacement du couvent était accessible aux fouilles, le reste étant enfoui sous des bâtiments modernes des routes et des aires de jeu. 2 tranchées ont été prévues. Tout dépendait du hasard. Ces étroites tranchées dans le bitume devaient tomber sur les quelques mètres carrés précis d'un site enfoui sous terre depuis près de 500 ans. Quelques heures plus tard, ils découvrirent un os, un fémur gauche à 1 mètre de profondeur. Un homme d'une trentaine d'années. C'était le 25 août anniversaire de la première inhumation de Richard en 1485. Personne ne l'avait prévu. Au cours des jours suivants, les fouilles ont révélé un squelette qui correspondait à Richard III en presque tous points du moins d'après les documents historiques. Scoliose sévère de la colonne thoracique correspondant aux descriptions contemporaines d'une épaule droite surélevée d'apparition à l'adolescence et non congénitale, ce qui signifie que Richard se serait développé normalement pendant son enfance avant que la courbure ne progresse. Sa taille naturelle était d'environ 1 mètre supérieure à la moyenne pour l'époque médiévale. Son frère Édouard IV mesurait 1 mètre, le monarque anglais le plus grand de l'histoire. La scoliose aurait fait perdre à Richard plusieurs centimètres visibles et aurait rendu l'asymétrie impossible à dissimuler. La datation au carbone 14 situe le décès entre 1455 et 1540. Son âge au décès est estimé entre 30 et 34 ans. Richard est mort à 32 ans le 22 août 1485 à la bataille de Bosworth. On dénombre également 11 blessures, dont 9 au crâne infligées au moment de sa mort ou peu après. La revue The Lancet a publié en septembre 2014 une analyse détaillée du squelette réalisée par Joe Appleby et ses collègues, et les résultats permettent de reconstituer les dernières minutes d'un homme avec une précision médico-légale. 3 entailles superficielles au sommet du crâne de celle qui lacèrent le cuir chevelu et éraflent l'os sans être mortelle. Une blessure à la dague dans la joue droite, une plaie pénétrante infligée par une dague rondelle au sommet du crâne, et puis les coups fatals. Une grande lame, probablement une hallebarde, a arraché une section de la base du crâne mesurant 60 x 55 mm, exposant entièrement le cerveau. Une autre a transpercé le côté droit du crâne, pénétré le cerveau et atteint la paroi interne opposée à plus de 100 mm de distance. Aucune blessure de défense n'a été constatée au bras ni aux mains. Il était toujours blindé partout ailleurs. Mais le casque avait disparu. Telles étaient les blessures d'un roi encerclé, désarçonné et tué en plein champ. 2 autres blessures au corps, une entaille à la 10e côte et une lame enfoncée dans la fesse droite jusqu'au bassin, furent presque certainement infligées après la mort. Blessure d'humiliation. D'après les récits de l'époque, le corps nu de Richard fut jeté sur un cheval et promené jusqu'à Leicester. La blessure au bassin correspond précisément à ce type d'exposition. Chaque blessure confirmait le récit historique. Mais les ossements seuls, hors de leur contexte, auraient pu appartenir à n'importe quel homme mort violemment à la fin du 15e siècle. Une confirmation était nécessaire grâce à l'ADN. C'est là que l'histoire se divise en 2. L'une qui a permis de résoudre la plus ancienne affaire de disparition de l'histoire anglaise et l'autre qui a soulevé une question que personne n'avait songé à se poser. Le professeur Tury King, généticien à l'Université de Leicester, et fort d'une expérience de près de 20 ans en généalogie génétique, a dirigé l'analyse ADN. L'ADN ancien se dégrade de façon imprévisible et les conditions optimales de conservation sont le froid et la sécheresse. Une tombe peu profonde sous un parking de Leicester ne remplit aucune de ces conditions, mais les dents denses et scellées offraient le meilleur espoir de retrouver du matériel génétique intact. King a extrait des échantillons et travaillé dans 2 laboratoires d'ADN anciens distincts, l'un à l'Université Paul Sabatier de Toulouse sous la direction de Patricia Balaresque et l'autre à l'Université de York sous la direction de Michael Hofreiter, afin d'éviter toute contamination. Entre les analyses, l'ADN était stocké dans la salle blanche du Centre de recherche spatiale de Leicester, une installation normalement utilisée pour l'assemblage de composants de vaisseaux spatiaux, ou les systèmes de filtration d'air conçus pour protéger l'électronique des satellites de la contamination microscopique servaient tout aussi bien à protéger du matériel génétique vieux de 500 ans de l'ADN humain moderne. Le premier test ciblait l'ADN mitochondrial, le matériel génétique transmis de la mère à tous ses enfants, mais uniquement par les filles. Richard III n'a laissé aucun descendant vivant, mais sa mère Cicely Neville aurait transmis sa séquence mitochondriale à chacun de ses enfants. La sœur de Richard Anne d'York possédait le même type de chromosome.
Et tant qu'une lignée ininterrompue de fils le perpétuerait à travers les siècles, il survivrait jusqu'à nos jours. Michael Ibsen en a fourni le premier exemple de référence. Le professeur Kevin Schurer, qui dirigeait les recherches généalogiques, a retracé indépendamment une seconde lignée entièrement féminine jusqu'à Wendy Daldick, une femme qui ignorait tout de ses liens avec la famille royale jusqu'à ce que les chercheurs la contactent. Le résultat était sans équivoque une correspondance parfaite de l'intégralité du génome mitochondrial entre le squelette et Ibsen. Une seule substitution de base chez Daldick tout à fait prévisible sur autant de générations. Surtout les génomes d'Ibsen et de Daldick correspondaient, confirmant ainsi indépendamment les uns des autres la validité de la généalogie les reliant tous deux à Cecily Neville. La lignée maternelle l'a confirmé, il s'agissait de Richard III. Le niveau de confiance calculé par analyse bayésienne combinant toutes les preuves génétiques et non génétiques a atteint 99 999%, soit un rapport de vraisemblance de 6 millions. King a également utilisé des marqueurs génétiques pour prédire l'apparence physique de Richard. L'ADN indiquait une probabilité de 96% d'avoir les yeux bleus et de 77% d'avoir les cheveux blonds, du moins durant l'enfance. Tous les portraits de Richard qui nous sont parvenus le représentent avec des cheveux foncés, mais ils ont tous été peints après sa mort, la plupart sur commande des Tudors. Le plus ancien et le plus fiable, le portrait à cadre arqué conservé à la Society of Antiquaries de Londres, correspondait le mieux à la prédiction génétique. 5 siècles de portraits influencés par l'époque Tudor avaient insidieusement assombri le visage du roi ainsi que sa réputation. Mais King n'en avait pas fini. Elle voulait aussi le chromosome Y, ce segment d'ADN transmis inchangé de père en fils par la lignée masculine. C'est ce chromosome qui, dans une dynastie patrilinéaire, porte la revendication. Richard n'eut pas de fils. Par conséquent, pour trouver un comparateur de chromosome Y, il fallait remonter l'arbre généalogique sur 4 générations jusqu'à Édouard III, son arrière-arrière-grand-père, puis descendre par un autre fils par Jean de Ganduc de Lancastre par la famille Beaufort, jusqu'au descendant mâle vivant d'Henry Somerset, 5e duc de Beaufort qui vécut de 1744 à 1803. 19 générations au total. Une longue chaîne. Mais si chaque maillon était respecté, le type de chromosome Y devrait correspondre. 5 descendants vivants anonymes ont été testés. 4 d'entre eux partageaient un haplotype du chromosome Y identique R1B1B2, confirmant ainsi leur lien de parenté paternelle comme prévu. Le 5e appartenait à un haplogroupe complètement différent I170, ce qui indique une erreur de paternité dans sa lignée familiale récente. C'était intéressant, mais pas alarmant. Ce qui était alarmant, c'était ceci. Le chromosome Y de Richard III appartenait à l'haplogroupe GP204-27 et non à R1B1B2 ni à aucun haplogroupe apparenté. La lignée paternelle était interrompue. Si vous suivez cette chaîne parce que vous vous intéressez à la façon dont l'ADN remet discrètement en question des idées reçues qui ont subsisté pendant des siècles sur des parchemins, c'est précisément le genre de découverte que nous nous efforçons d'approfondir. S'abonner est le meilleur moyen de recevoir ces articles dès leur publication. Et nous avons d'autres enquêtes ADN Royal à venir directement liées à ce que vous entendez actuellement. Quelque part dans les 19 générations reliant Richard III au 5e duc de Beaufort, un enfant a été engendré par un homme qui n'était pas le père biologique enregistré. La lignée masculine biologique s'est interrompue. La lignée écrite, celle qui déterminait la succession, les titres, l'héritage et le droit de faire la guerre, est restée incontestée pendant un demi-millénaire, car personne ne disposait des outils moléculaires nécessaires pour la vérifier. La professeure King et ses co-auteurs, dans un article publié dans Nature Communications en décembre 2014, ont soigneusement exposé cette question. Avec un taux historique de fausses déclarations de paternité de 1 à 2% par génération, une interruption sur 19 générations est non seulement possible, mais la probabilité cumulée se situe entre 17% et 33%. Statistiquement, c'était plus probable que le contraire. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit, mais où. Car la réponse déterminera s'il s'agit d'une simple note de bas de page généalogique ou d'un bouleversement dynastique. Si la rupture s'est produite tardivement quelque part dans la longue lignée Somerset-Beaufort après 1500, cela signifie que les descendants modernes possèdent un chromosome X différent de celui qu'ils imaginaient. Mais les rois médiévaux étaient bien ceux qu'ils prétendaient être.
Si cela s'est produit tôt dans l'une des 4 générations entre Édouard III et Richard III, alors la Maison de York, la dynastie qui a combattu lors des guerres des Roses pour le droit de gouverner l'Angleterre, a été construite sur une lignée paternelle qui n'existait pas génétiquement. Tout le système de légitimité du conflit reposait sur un mensonge que personne ne soupçonnait. L'historien W. M. Ormrod entreprit de vérifier quel scénario était historiquement le plus plausible. Dans une étude publiée par Bree-Polls en 2016, il notait que l'équipe de Leicester avait initialement pointé du doigt Jean de Gand car des rumeurs concernant la filiation de ce dernier circulaient déjà de son vivant. Mais Ormrod jugeait ces affirmations fragiles. Il a donc orienté l'attention vers une toute autre figure. Richard Comte de Cambridge était le grand-père de Richard III. La mère de Cambridge était Isabelle de Castile, seconde épouse d'Edmond de Langley, duc d'York. Isabelle aurait entretenu une liaison avec John Holland, premier duc d'Exeter, demi-frère du roi Richard II. Les preuves circonstancielles sont accablantes. Cambridge n'a reçu aucune terre de son père. Il n'est mentionné ni dans le testament de son père, ni dans celui de son frère. Au regard des normes successorales de la royauté anglaise, il a été manifestement ignoré. Dans une dynastie où les titres et les domaines se transmettaient de père en fils aussi naturellement que le sang, un tel silence persistant ressemble moins à un oubli qu'à une distanciation délibérée. Rien de tout cela ne constitue une preuve. Mais Ormrod situait cela dans un contexte plus large d'allégations de bâtardises qui ont miné la maison royale anglaise tout au long du 15e siècle, une période où l'instabilité dynastique transformait chaque revendication de filiation en une arme politique potentielle. Il convient de préciser ce que cela affecte et ce que cela n'affecte pas. La prétention de la maison de York au trône d'Angleterre reposait en réalité sur la descendance par les femmes de Lionel d'Anvers, duc de Clarence, le deuxième fils survivant d'Édouard III, qui était d'un rang supérieur à celui de Jean de Gand. Même en cas de fausse paternité dans la lignée masculine des York, la prétention des York au trône n'aurait pas été invalidée car cette prétention ne reposait pas sur la descendance patrilinéaire testée. Cela signifierait simplement que les hommes portant le nom de York et combattant sous sa bannière n'étaient peut-être pas biologiquement liés à l'homme dont ils représentaient la dynastie. Le nom aurait alors constitué un héritage politique non génétique. Quant à la monarchie britannique actuelle, ses droits de succession découlent de la descendance de Sophie électrice de Hanovre, née en 1630, une lignée totalement distincte de la lignée masculine des Plantagenets. La couronne est assurée, mais l'histoire qui la sous-tend est plus complexe qu'on ne l'imaginait. Ce qui me frappe dans cette découverte et ce qui, à mon avis, la distingue fondamentalement d'une simple curiosité généalogique, c'est l'ironie inhérente à la méthode elle-même. L'ADN mitochondrial transmis par les femmes a survécu intact pendant 17 générations précisément parce qu'il ne dépend pas de la filiation. Elle se transmet par la lignée maternelle à l'abri de l'infidélité, à l'abri du mariage politique, à l'abri de tout l'appareil de succession patrilinéaire qui définissait le pouvoir médiéval. Le chromosome X, celui qui porte le nom, le titre, la prétention au trône d'Angleterre, c'est celui qui a échoué au test. La lignée maternelle a confirmé la lignée royale. La lignée paternelle a trahi la dynastie. Peter Forster, généticien à l'Université de Cambridge et co-auteur de l'étude, a ajouté un détail supplémentaire qui élargit considérablement le cadre. L'aplogroupe GP287 de Richard remonte aux premiers agriculteurs néolithiques qui ont migré d'Anatolie vers l'Europe il y a environ 8-0 ans. Ces populations pionnières portaient majoritairement des chromosomes I de type G2A lorsqu'elles se sont répandues le long de la Méditerranée et en Europe centrale et en France vers 500 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, le G2A se trouve chez environ 1% de la population européenne, un vestige d'une migration qui dominait autrefois le paysage génétique. Si le chromosome I de Richard est authentiquement plantagenet, remontant par la lignée masculine documentée jusqu'à Hugues comte de Perche en 1028, alors cette dynastie portait une signature génétique de la toute première vague de migration agricole en Europe. Une lignée plus ancienne que l'Angleterre, plus ancienne que la langue anglaise, plus ancienne que tout ce que les Plantagenets auraient pu imaginer. Mais si le chromosome X de Richard provenait d'un père biologique inconnu, inséré dans la généalogie quelques générations avant sa naissance, alors le véritable type Y des Plantagenets pourrait après tout être R1BU152, l'haplotype porté par les descendants de Somerset, et c'est la lignée de Richard qui portait le secret. Des chercheurs ont tenté de préciser ce point.
des généticiens ont extrait l'ADN du chromosome I de Patrice de Warren, un descendant en ligne masculine d'un fils illégitime de Geoffroy comte d'Anjou, père d'Henri II et ancêtre de toute la dynastie Plantagenet. Le raisonnement était simple. Si de Warren correspondait à l'aplogroupe GP20427 de Richard, cela confirmerait la lignée Plantagenet et situerait la rupture dans la branche Somerset. S'il correspondait à l'aplogroupe R1BU152 de Somerset, cela confirmerait que la rupture se situait du côté de Richard et exclurait la descendance Beaufort. Or, il ne correspondait à aucun des deux, ce qui suggère un troisième haplogroupe, un autre père non documenté plus loin dans le passé et accroît l'incertitude au lieu de la dissiper. Schurer et King ont déclaré leur intention de poursuivre les tests, de rechercher d'autres descendants de Warren aux États-Unis et en Australie, ainsi que d'autres branches de la famille Somerset. Cette stratégie consiste en ce que Schurer appelait un mouvement en tenaille, en resserrant les liens génétiques de plusieurs directions jusqu'à ce que la rupture puisse être localisée en quelques générations. Mais honnêtement, il est possible que nous ne puissions jamais déterminer précisément où les lignées biologiques et documentaires ont divergé. Les morts du Moyen Âge ne livrent pas facilement leur ADN. La plupart des dépouilles royales reposent dans des tombeaux de cathédrales dont les autorités ecclésiastiques interdisent l'ouverture ou dans des sépultures perdues, construites et recouvertes depuis longtemps et désormais inaccessibles. Les princes de la tour Édouard V et son frère Richard, duc d'York, pourraient théoriquement aider à restreindre les recherches si leur reste était un jour localisé et analysé, mais leur sort demeure l'un des mystères les plus persistants d'Angleterre. Et les descendants vivants qui pourraient apporter leur aide sont peu nombreux dispersés sur tous les continents, et tous ne sont pas disposés à découvrir ce que les molécules révéleraient sur leurs arbres généalogiques. Nous sommes en 2026. Les kits de test ADN grand public coûtent moins cher qu'un dîner au restaurant. Des millions de personnes ont craché dans un tube et ont découvert des choses sur leurs origines qu'aucun arbre généalogique ne laissait présager. La paternité n'est plus une question de confiance de paperasse ou d'un nom inscrit sur un registre paroissial. Elle est moléculaire, elle est vérifiée. Et de plus en plus, elle est vérifiée par des scientifiques comme par des particuliers en laboratoire ou à domicile, avec des résultats qui confirment parfois les informations officielles et parfois les contredisent subtilement. Richard III vivait dans un monde où la lignée était primordiale. Des guerres étaient menées pour elle. Des enfants étaient déclarés illégitimes afin d'ouvrir la voie au trône. Des dynasties entières s'élevaient ou s'effondraient selon la filiation supposée. Ce monde fonctionnait sur le parchemin et la foi. Et pendant 529 ans, le parchemin a tenu. Puis un généticien de Leicester a extrait une dent d'un squelette sous un parking, a séquencé son chromosome Y dans une salle blanche de vaisseau spatial et le parchemin a cessé de tenir. Les Plantagenets ont régné sur l'Angleterre pendant 331 ans, 14 rois sur 8 générations. Et quelque part dans cette lignée de pères et de fils, un acte anodin, une liaison, un secret, un mensonge si bien raconté qu'il est entré dans l'histoire a rompu le lien biologique censé justifier tout cela. Nous le savons maintenant. Nous ignorons simplement qu'en qui et si celui qui régnait a jamais soupçonné que le sang qui coulait dans ses veines ne correspondait pas au nom inscrit au-dessus de sa tête.